Je vais juste commencer en disant que ce soir, donc, on a aussi Pascal Merle qui est derrière vous, qui va donc faire un résumé visuel de la conférence que vous pourrez prendre en photo à la fin pour pouvoir après la recomprendre et la réexpliquer à vos soupers de famille pour vous la péter. Et je pense que sur YouTube, on va la mettre en fin de vidéo, comme ça vous verrez le résultat. Voilà. Donc, merci pour l'introduction. Donc, moi, je m'appelle effectivement Gilles Paré. Je suis maître de conférence donc, au laboratoire d'Annecy-le-Vieux de physique théorique. Ah, voilà. Qui est donc à Annecy-le-Vieux, d'accord. Donc, c'est le LabTH. Alors, mon laser marche. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est un défi effectivement assez complexe de vous parler de mécanique quantique et d'intelligence artificielle. Alors, dire qu'il n'y a qu'un pas entre les deux, vous allez voir, c'est un petit peu exagéré, ou alors c'est un grand pas, mais en tout cas, il y a quand même des points communs que j'espère vous pourrez apprécier. Avant toute chose, je voudrais dédier cet exposé à la mémoire de Richard Taillet. Donc Richard Taillet, qui était un physicien au laboratoire aussi, mais aussi un membre actif de l'université. Il était notamment directeur de l'UFR Sciences et Montagnes. Donc il nous a quittés cet été. Et il était notamment donc un passionné de physique, mais aussi un passionné de vulgarisation scientifique. Donc cette série de conférences lui est dédiée. Avant de passer à la matière de ce soir, j'aimerais aussi, comme probablement vous n'avez jamais, ou en tout cas rarement mis les pieds dans un laboratoire de physique théorique, juste vous en parler un tout petit peu pour que vous ayez un peu une meilleure idée de ce qu'on y fait. Donc, on dit laboratoire, mais vraiment c'est un bâtiment rempli de salles avec des gens qui travaillent sur des ordinateurs, des tableaux avec beaucoup de café, d'accord. Et donc nous, notre particularité, donc ça c'est vrai pour beaucoup de laboratoires, mais notre particularité donc au LabTH, je vais essayer de bien viser, voilà, c'est qu'on fait de la physique théorique. Alors la physique théorique, ça veut dire qu'on ne fait pas d'expérience, d'accord, donc on ne calcule pas d'incertitudes. Ça c'est bien, en tout cas on les mesure pas, peut-être on les calcule. Et notre but c'est de mieux comprendre le monde qui nous entoure, donc soit de mieux comprendre des résultats expérimentaux, ou alors de prédire de nouveaux résultats expérimentaux, de nouveaux phénomènes physiques qu'on doit encore découvrir, au moyen essentiellement d'équations et de modèles numériques ou autres. Donc ce qui nous différencie, donc on a 3 groupes de recherche principaux. Donc ce qui nous différencie en fait, ce sont les systèmes physiques qu'on va étudier. Donc il y a d'une part la physique des particules qui s'intéresse essentiellement à décomposer la matière et à comprendre ce qui se passe au cœur des protons, des quarks, etc. Donc c'est notamment en lien avec le CERN, ce fameux accélérateur de particules, pas très loin d'ici, en tout cas pas très loin d'Annecy. Alors le groupe en astronomie et cosmologie, là c'est l'inverse, il s'intéresse aux structures immenses de notre univers, les galaxies, la matière noire, toutes ces choses très intéressantes aussi. Et de mon côté, je fais partie de l'équipe de physique mathématique, où là, bon, nos intérêts sont assez variés, mais ce qui nous différencie, je dirais, des autres, en tout cas, notre particularité, c'est qu'on pousse vraiment les outils mathématiques très loin pour pouvoir résoudre des problèmes, comme vous allez voir, qui peuvent être assez complexes. Donc voilà, ça c'est pour une petite présentation, évidemment, très rapide de notre laboratoire. Mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Le sujet de ce soir, c'est la mécanique quantique et l'intelligence artificielle. Alors, j'avais proposé ce sujet parce que donc le sujet de cette année pour la fête de la science plutôt, c'est les intelligences. Donc là, on a vraiment 2 exemples typiques, pas les seuls, hein, mais 2 exemples d'intelligence. Donc d'une part, la mécanique quantique, qui est vraiment un exemple de réseau de neurones bien réel et bien humain. Donc là, on a à l'image des personnes qui ont marqué, alors ce ne sont pas les seuls, hein, évidemment. On a notamment Einstein, que vous avez reconnu. Alors, on a Niels Bohr et Heisenberg, que vous aurez vu si vous avez regardé le film Oppenheimer, d'accord, incarné par des acteurs, évidemment. Donc il y a évidemment beaucoup d'hommes, mais il y a aussi des femmes, d'accord. Donc il ne faut pas négliger la contribution des femmes à ce domaine, donc notamment Émilie Noether, qui était une mathématicienne. Donc elle n'a pas directement travaillé sur la mécanique quantique, mais elle a découvert des théorèmes sur le rôle des symétries en physique qui sont tellement fondamentaux, qui ont absolument révolutionné la manière dont on comprend la physique quantique, et donc elle a absolument sa place ici comme d'autres. D'accord. Donc ça, c'est pour la partie quantique. Et pour la partie intelligence artificielle, alors honnêtement, ça c'est la partie que j'ai dû apprendre un peu plus pour donner cette conférence. Moi, je suis plutôt un physicien quantique initialement, mais vous le savez peut-être, mais ça a été le sujet du prix Nobel de l'année passée. D'accord. Donc c'est aussi le lien
qu'on va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'un prix Nobel de physique a été attribué pour l'intelligence artificielle. Donc on va notamment parler de deux personnes, John Hopfield et Geoffrey Hinton, qui ont reçu ce prix Nobel. Donc, ce que je vais faire, ça va être assez simple. Je vais d'abord vous parler de mécanique quantique, d'intelligence artificielle, et à la fin, je vais essayer de vous montrer qu'il y a des liens entre les deux. D'accord ? Donc, dans un premier temps, qu'est-ce que la mécanique quantique ? Donc, vous avez peut-être des idées préconçues, ou vous en avez peut-être déjà entendu parler. Une manière dont on pourrait la décrire, c'est la théorie qui décrit le monde invraisemblablement petit des atomes. D'accord ? Donc le monde infiniment petit des électrons, des molécules, etc. Alors pourquoi je dis invraisemblablement petit ? Parce que pour que vous vous rendiez compte à quel point c'est petit, le rapport de la taille entre la taille d'un atome moyen, hein, c'est un ordre de grandeur ici, d'accord ? Entre la taille d'un... Bon, ok, il n'y a plus de lumière, c'est pas grave. Entre la taille d'un atome et la taille d'un être humain, d'accord ? C'est en ordre de grandeur la même chose que le rapport de la taille d'un être humain par rapport à la distance Terre-Soleil. D'accord ? Donc si vous mettez des êtres humains bout à bout de la Terre jusqu'au Soleil, c'est le nombre d'atomes qu'il faut empiler pour arriver environ à cette hauteur-là. D'accord ? Donc pour vous dire à quel point c'est minuscule. Et la première chose que je vais faire, vu que c'est un exposé de mécanique quantique, c'est que je vais me contredire, parce que la mécanique quantique, ce n'est pas que ça. C'est aussi des phénomènes purement macroscopiques. Donc macroscopique, ça veut dire à notre échelle. D'accord ? Donc on a des exemples de phénomènes macroscopiques quantiques, comme par exemple la superfluidité ou la supraconductivité. Donc la superfluidité, c'est un exemple d'état purement quantique, donc on ne peut pas expliquer avec les lois de l'hydrodynamique standard pour les fluides, ou un liquide, donc ici c'est l'hélium 3 qui refroidit à extrêmement basse température, et il y a des effets cohérents dans la dynamique des électrons qui fait qu'en fait ce fluide il perd toute viscosité. Donc en fait il peut glisser, donc j'utilise des mots pas extrêmement précis, hein, vous me pardonnerez, mais il peut glisser le long des bords, même contre la gravité, donc en fait il coule par le haut, et ensuite ça s'accumule en bas, et on a une petite goutte de fluide qui coule, donc il n'y a pas de trou dans le bocal, c'est vraiment le fluide sort par le haut, parce qu'il n'y a aucune viscosité. Donc normalement dans un verre d'eau ou dans ma gourde ici, ça ne va pas se produire, heureusement. D'accord ? Donc c'est un effet purement quantique qu'on peut observer à l'œil nu. Okay ? Deuxième exemple, la supraconductivité, c'est similaire. Là, on a des électrons qui peuvent se déplacer dans un métal sans aucune résistance électrique. Et un des effets que ça a, c'est que si on le met, donc un bout de métal extrêmement froid, au-dessus d'un aimant, on peut avoir un phénomène de lévitation. Vous avez peut-être déjà vu ça dans des fêtes de la science, etc. Bon, c'est assez visuel, c'est assez marquant, et c'est purement quantique. D'accord ? Donc, une question qu'on peut se poser quand on parle de mécanique quantique à tout va. Bon, mécanique, je pense que tout le monde a une idée relative de ce que ça veut dire, mais pourquoi est-ce qu'on appelle ça de la mécanique quantique ? Donc, la notion de quantique, c'est vraiment le fait de compter, de quantifier. D'accord ? C'est de dire, on a 1, 2, 3 petits paquets, mais pas 1,5. D'accord ? C'est le fait de mettre des niveaux discrets. Et ça vient originellement de Max Planck. D'accord ? Donc Max Planck était un physicien très sérieux allemand de la fin du 19e siècle qui étudiait un problème extrêmement important pour l'époque, qui est le rayonnement du corps noir. Alors, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais c'est assez simple. Enfin, c'est simple. Non, mais je veux dire, l'idée est relativement simple, c'est que quand on a un objet qui a une certaine température, qu'on chauffe, il émet de la lumière. D'accord ? Vous avez tous déjà observé ça. Votre grille de barbecue, quand vous allumez votre gaz, le métal devient incandescent et la lumière rouge, etc. Et c'est aussi, par exemple, comme ça que fonctionnent les lunettes de vision nocturne dans l'armée. En gros, ça détecte la lumière que vous émettez avec votre chaleur corporelle. Alors, y a pas pour les étudiants qui regardent, donc la chaleur n'est pas une fonction d'état, mais je me permets des petits raccourcis comme ça. Donc, tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire que les corps, ils émettent de la lumière. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est on peut étudier son spectre. Alors, spectre de lumière, c'est un mot compliqué pour dire la couleur. D'accord ? Donc, quand je parle de longueur d'onde ou de spectre, en gros, c'est dire est-ce que la couleur, c'est de la couleur bleue ? Alors, plutôt, la lumière, est-ce que c'est la lumière bleue, rouge, vert, etc. D'accord ? Donc, ce qu'on peut faire, c'est chauffer un objet, observer le spectre de lumière qu'on a et voir pour chaque couleur quelle est l'intensité de la lumière qu'on reçoit. C'est vraiment une mesure expérimentale pure et dure.
Et on peut aussi faire le calcul de ce à quoi on s'attend théoriquement. Et à l'époque, un grand problème de la physique de l'époque, c'est que vous voyez, les courbes ne marchent pas du tout. Donc je vais expliquer un peu plus. Donc les courbes rouges, vertes et bleues, en fait, ça c'est donc des courbes différentes, des courbes expérimentales pour différentes températures. Vous voyez, 3000 Kelvin, 4000 et 5000 Kelvin sont les températures à laquelle on chauffe un corps. Et la courbe, vous voyez, donc l'axe X, c'est la longueur d'onde ou la lumière, enfin la couleur, si vous voulez. Et l'axe Y, vertical, c'est l'intensité de la lumière perçue. Et donc vous voyez, quand on diminue la longueur d'onde, ça augmente. Et puis à partir d'un certain seuil, ça tombe à zéro. Ça, c'est ce qu'on observe en laboratoire. Mais quand on fait le calcul théorique, d'accord, on obtient la courbe noire qui diverge complètement quand la longueur d'onde tend vers zéro. Donc il y a vraiment une énorme différence entre la théorie et l'expérience. Et ça, c'est un énorme problème pour l'époque. Donc Max Planck, son idée révolutionnaire, ça va être, dans le calcul théorique qui mène à la courbe noire, c'est de supposer que l'énergie du rayonnement, plutôt que de pouvoir varier de manière continue, donc plutôt que de dire que l'énergie peut prendre n'importe quelle valeur, on va supposer que l'énergie, elle peut varier que par petits paquets. Il va dire, mon énergie, au lieu de valoir 1, 1,5 ou 2, elle peut valoir que 1 ou que 2. D'accord ? Bon. Et grâce à ça, grâce à cette astuce mathématique, il trouve une nouvelle formule, donc la formule de Planck, qui l'a rendue évidemment extrêmement célèbre. Et ça, maintenant, ça reproduit exactement les courbes expérimentales qu'on voit. Donc ça, c'est vraiment la naissance du quantique. C'est la première fois qu'un physicien a eu l'idée de dire l'énergie, elle peut varier que par paquets discrets. Et ça a résolu un grand problème de la physique. Mais à l'époque, ça c'est ce que j'en ai compris, maintenant je ne suis pas dans sa tête, évidemment il en savait beaucoup plus que moi, mais en tout cas pour le moment c'est plus une astuce de calcul. Mais Max Planck il ne comprend pas, ou en tout cas il ne se rend pas vraiment compte des implications physiques que ça peut avoir. Donc la personne qui va changer ça, c'est notre bon vieux, alors j'ai même oublié d'écrire son nom, mais je pense que tout le monde l'a reconnu, donc c'est Albert Einstein évidemment. Lui, il va pousser cette idée plus loin, il va dire, plutôt que de voir ça juste comme un artifice mathématique, on va vraiment supposer que physiquement, la lumière est composée de quanta, donc de petits paquets de lumière, de grains de lumière, si vous voulez, qui plus tard seront appelés les photons, qui sont des particules de lumière. Mais ça, c'est quand même une grande différence entre faire un calcul et puis dire que le monde physique est constitué de particules de lumière, alors qu'on a toujours vu ça comme étant des ondes. Et ces fameux photons, ils ont une énergie. Donc l'énergie du photon, il n'y a pas beaucoup de formules, je vous rassure, mais quand même, il faut montrer les belles formules. Donc l'énergie du photon, c'est H, qui est la constante de Planck, qui vient du problème du corps noir qu'il vient de résoudre 5 ans plus tôt. Donc là, on est 5 ans après la résolution du problème du corps noir par Max Planck. Et nu, c'est la fréquence, si vous voulez, c'est la lumière, la couleur de la lumière. Alors, pourquoi est-ce que ça, c'est important ? Parce que grâce à ça, Einstein il a résolu un autre problème fondamental de la physique de l'époque, qui est l'effet photoélectrique. Alors l'effet photoélectrique, c'est un effet relativement simple à décrire. Donc de nouveau, pour l'expliquer, il faut s'appeler Albert Einstein. En tout cas, pour le décrire, c'est assez simple. C'est lorsqu'on envoie de la lumière sur un matériau, un métal, par exemple, pour certaines fréquences, donc pour certaines couleurs, on observe un courant électrique, donc des électrons qui sont arrachés du métal et qui génèrent un courant électrique. Et pour d'autres couleurs, on n'observe pas cet effet. Donc il y a vraiment pour la théorie de l'époque de l'électromagnétisme, c'était incompréhensible. Mais maintenant, grâce à la vision d'Einstein et ces quantas avec ces énergies, ça devient extrêmement simple à expliquer. Et donc, c'est l'explication de l'effet photoélectrique qui valut le prix Nobel à Einstein en 1921. Ce n'est pas la relativité, ce n'est pas E égale mc carré, c'est ça. Donc, c'est quand même important de le savoir. Et évidemment, quand on fait de la physique théorique, c'est toujours bien en train de pouvoir répondre aux questions qu'on nous pose à Noël, mais ça sert à quoi ? Par exemple, ici, un exemple, c'est évidemment les panneaux solaires. Ça fonctionne avec cet effet photoélectrique où il y a un courant qui est généré par la lumière du soleil qui vient arracher des électrons à vos panneaux photovoltaïques. D'accord ? Bon. Donc ça, c'est pour l'aspect quantique, pour l'aspect grain de lumière, quantification de l'énergie.
évidemment, on peut aller beaucoup plus loin. Donc, je vais évidemment faire un énorme saut. Donc, ce n'est pas un cours, pas encore un cours. Il y a des étudiants là-bas de physique quantique. On m'avait dit de ne pas mettre d'équation, mais je suis quand même obligé de vous en mettre une. Donc, l'autre, elle ne compte pas. Ça ne compte pas comme une équation. Il y a juste 3 lettres. Je vais quand même vous en mettre une. Parce que c'est ça qui va décrire après réellement comment on comprend en tant que physicien, je parle, la mécanique quantique. C'est évidemment l'équation de Schrödinger. Voilà. Non, mais ça va, allez, vous inquiétez pas, il n'y aura pas d'interro. Alors, je voulais juste vous la mettre parce que quand on fait de la physique théorique, et je ne dis pas ça, c'est pas une blague, quoi, les équations, on les trouve belles. Donc pour moi, ça, c'est vraiment beau. D'accord ? Je vous jure, c'est vrai. Cette équation, bon, on ne va pas la décrire complètement, mais il y a quand même des choses intéressantes. Donc x et t, donc x, c'est la position dans l'espace, et t, c'est le temps. D'accord ? Le h avec une petite barre. Bon, en gros, c'est la constante de Planck à un facteur pi, mais ce n'est pas important, mais c'est la constante de Planck de tout à l'heure. Le i, c'est le i imaginaire. D'accord ? Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce nombre dont le carré vaut -1. Mais ce qui nous intéresse surtout ici, c'est cette lettre grecque mystérieuse qu'on appelle psi. D'accord ? Et donc ce psi, en fait, c'est ce qu'on appelle en physique la fonction d'onde. Donc si vous voulez, vous devez vraiment voir ça comme l'objet qui encode toute l'information du système. Ça veut dire, si vous connaissez la fonction d'onde, vous connaissez la physique complète de votre système. Vous savez comment il se comporte, quelle va être, je sais pas moi, la densité de courant, quelle va être la probabilité de ci, de ça. Vous connaissez tout ce qu'il y a à connaître sur le système. C'est vraiment ce que vous voulez connaître en tant que physicien ou physicienne. Alors, là, j'ai pas le temps de faire un cours, malheureusement, mais il y a des choses absolument fondamentales qui sont écrites dans cette équation. Première chose, c'est ce qu'on appelle l'interprétation probabiliste de la mécanique quantique. D'accord ? Donc ça, vous l'aurez aussi peut-être déjà entendu dans ce genre d'événements de vulgarisation, mais la physique quantique, elle est fondamentalement probabiliste. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces lois sont déterministes. Okay, donc l'équation de Schrödinger, elle n'est pas probabiliste, c'est-à-dire on la résout, on a une solution et c'est bon. Par contre, l'interprétation qu'on en fait, elle est probabiliste. Okay, donc si vous voulez, ce psi de xt, bon, ça norme au carré pour ceux qui connaissent, mais ce n'est pas important. Donc psi de xt, en fait, c'est la probabilité qu'on a de mesurer une particule à la position x au temps t. Donc ça ne vous dit pas que la particule elle est là, ça veut dire si psi est très grand, ça veut dire qu'il y a beaucoup de chances qu'en laboratoire vous fassiez une mesure et vous observez votre particule à cet endroit-là, mais ça ne veut pas dire qu'elle est là ou qu'elle n'est pas là. D'accord ? Alors ça, c'est très très spécial par rapport à notre monde classique, mais pourtant, vous devez me croire quand je vous dis que la mécanique quantique, même avec ces choses très étranges, c'est la théorie physique qu'on a actuellement qui est la plus précise. C'est-à-dire, si vous faites une prévision, à partir de calculs théoriques, une prévision expérimentale avec la physique quantique ou avec, par exemple, les lois de Newton, vous allez avoir une meilleure précision, un meilleur résultat grâce à la physique quantique. Deuxième chose qui est contenue dans cette équation, qui est en fait mathématiquement plus simple, c'est le principe de superposition. Le principe de superposition, c'est relativement simple. C'est si vous avez 2 solutions à cette équation de Schrödinger et que vous faites la somme de ces 2 solutions, c'est toujours une solution. Donc ça, c'est une manière en fait, que moi je trouve simple, mais probablement qui est compliqué quand on n'a pas l'habitude, mais c'est ce qu'on appelle ce fameux chat de Schrödinger. D'accord ? C'est cette fameuse analogie. Donc, j'insiste sur le fait que ce n'est pas la réalité, mais c'est une analogie sur le fait que voilà, si on met un chat dans une boîte et qu'il y a une particule qui peut se désintégrer, enfin qui est dans une superposition entre désintégrée ou pas, et que si elle se désintègre, ça casse une fiole de poison qui tue le chat, alors le chat il est à la fois mort et à la fois vivant. D'accord ? Donc ça, c'est une analogie qui illustre le principe de superposition. Ce principe de superposition, au niveau des atomes, il est réel. C'est-à-dire on l'utilise vraiment dans les technologies quantiques aujourd'hui. Donc vous l'aurez compris, la mécanique quantique, c'est étrange. Donc maintenant, ce que je vais faire, au lieu de vous donner plus d'équations, même si j'adorerais, je vais juste vous expliquer quelques phénomènes étranges qui sont pourtant très utiles et très fondamentaux en physique quantique. Et ce qui est génial avec ça, c'est qu'il suffit juste de dire des choses absolument évidentes, et puis de dire, et en mécanique quantique, c'est pas vrai. Okay, donc, la première chose,
si on ne donne pas assez d'énergie à une balle, elle ne franchit pas l'obstacle. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous avez une balle, et bon, on est en pays de Savoie-Mont-Blanc, donc on a une montagne. Okay. Si vous shotez dans la balle et que vous ne lui donnez pas assez d'énergie, elle ne franchit pas l'obstacle. Okay. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Évidemment, s'il y avait un tunnel, par exemple, dans la montagne, là, c'est beaucoup plus simple. La balle pourrait rouler et traverser la montagne. Eh bien, voilà. Quand on est une particule quantique, on n'a pas besoin de tunnel. Okay, donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si vous envoyez maintenant, non pas une balle, mais un électron, un atome, une particule quantique, sur un obstacle, que je représente par une montagne, mais vous aurez compris, c'est une image, hein, sur un obstacle qui, a priori, elle ne peut pas franchir, il y a une probabilité, hein, qu'on peut calculer grâce à Schrödinger, mais il y a une probabilité que cette particule rebondisse, je fais des belles animations, vous avez vu, hein, revienne, mais il y a aussi une probabilité que la particule traverse et qu'on l'observe de l'autre côté. Okay, c'est ce qu'on appelle l'effet tunnel, pour une raison assez évidente. Et c'est pour ça qu'il y en a qui disent « Ah oui, avec la mécanique quantique, on peut traverser les murs, etc. » C'est évidemment complètement faux, mais ça, par contre, c'est complètement vrai. Et d'ailleurs, j'ai dû changer mes slides d'aujourd'hui parce que le prix Nobel de physique est tombé aujourd'hui. Et c'est exactement pour la découverte, ou en tout cas, la découverte expérimentale d'effets tunnels macroscopiques, donc de courants à travers des endroits que normalement le courant ne pourrait pas traverser. C'est le prix Nobel d'aujourd'hui. D'accord ? Donc c'est tout neuf là-dessus. Donc pour vous dire, c'est vraiment important. Ok. Très bien, donc ça c'est la première chose. Alors, à quoi ça sert? Donc la mécanique quantique, j'en ai déjà parlé, il y a le panneau photovoltaïque, mais il n'y a pas que ça. Donc, notamment les transistors fonctionnent grâce à des effets quantiques. Donc, c'est peut-être un mot qui ne vous parle pas, mais dites-vous que chaque objet numérique que vous voyez, hein, donc ordinateur, téléphone, montre, connecté pour faire du trail ou quoi que ce soit, ça fonctionne grâce à des transistors qui fonctionnent grâce à la mécanique quantique. D'accord ? Donc, juste ça, normalement, ça devrait vous convaincre de son utilité. Il n'y a pas que ça. Donc, il y a aussi des utilités un peu plus, je vais dire, académiques, qui génèrent moins d'argent, mais qui sont tout aussi, voire plus intéressantes. C'est par exemple les microscopes à effet tunnel qui utilisent cet effet tunnel dont je viens de parler, qui nous permettent vraiment de voir des atomes sur des surfaces. Donc, au niveau de l'atome, d'accord ? On peut vraiment voir la position moyenne des atomes grâce à cet effet tunnel. Alors, il y a d'autres applications qui sont très, très, très utiles pour la société, je pense que vous serez d'accord. Donc, les IRM, ça fonctionne avec un phénomène purement quantique, d'accord ? Sauf peut-être le moteur qui vous tire et qui vous sort de la machine, lui, peut-être c'est de la mécanique classique, mais le reste, c'est quantique. Les lasers, bon, sauf celui-là, mais les lasers, pareil. Donc, toute la télécommunication, les lecteurs DVD de l'époque, c'est de la mécanique quantique, d'accord ? Donc, c'est absolument faramineux. Bon, je ne vais pas m'étendre trop là-dessus, c'est juste pour justifier mon existence. Okay. J'aimerais vous parler d'une dernière chose avant de passer à l'autre sujet de cette conférence. C'est une autre étrangeté quantique, c'est l'intrication quantique. Alors pourquoi je vous en parle? Parce que c'est mon domaine de recherche, d'accord? Donc c'est la partie qui m'intéresse le plus, moi personnellement. Et donc c'est ce qu'on appelle l'intrication quantique. Alors de nouveau, je vais vous dire quelque chose d'absolument évident, et puis en fait, ce n'est pas vrai pour la mécanique quantique. En mécanique classique, si on connaît parfaitement un système, on connaît parfaitement tous ses constituants. L'exemple, c'est la fusée, d'accord? Donc si vous connaissez la position et la vitesse, donc en gros la trajectoire de chaque élément de la fusée, même si vous la séparez en deux, vous pouvez toujours calculer la trajectoire de la partie du dessus qui, bon, on va dire, elle part en orbite, hein, on ne va pas lui donner d'autres intentions dans ces périodes un petit peu complexes. Et la partie du bas, vous pouvez toujours calculer sa trajectoire et voir où elle va tomber dans l'océan ou je ne sais pas où. D'accord ? Donc, normalement, la personne est étonnée de quoi que ce soit. Sauf si je vous dis qu'en mécanique quantique, ce n'est pas vrai. Ça veut dire, en mécanique quantique, si vous connaissez l'état de votre système complet, ça ne veut pas dire, et souvent ce n'est pas le cas, ça ne veut pas dire que vous connaissez l'état de chaque système individuellement. Okay, donc, vous comprenez le système et dès que vous voulez les séparer, en fait, il vous manque de l'information. Ça, c'est ce qu'on appelle l'intrication quantique. Donc, une manière de le représenter, ce serait une sorte de corrélation à longue portée. Alors, c'est vraiment une image qui n'est pas réelle. Okay, il n'y a pas d'éclair qui connecte des atomes, hein, ça se saurait. Je préfère quand même faire gaffe, surtout que ça va finir sur YouTube. Mais en tout cas, c'est une image.
Et ce phénomène, il a été d'abord découvert théoriquement, hein, donc physique théorique, c'est bien, théoriquement par 3 personnes, Einstein, Podolsky et Rosen, donc ce qui a donné lieu à ce fameux paradoxe EPR, donc où cette spooky action at a distance, donc action fantomatique à distance, selon les mots d'Albert Einstein. Ça va comme ça, donc leur paradoxe est le suivant, c'est si on a 2 atomes intriqués et qu'on fait une mesure sur un des atomes, donc on observe son état, d'accord. Lorsqu'on fait ça, on obtient de l'information grâce à cette espèce de lien gris que j'ai dessiné de manière symbolique. On obtient de l'information sur l'autre partie instantanément, donc au moment de la mesure, et indépendamment de la distance qui sépare aux atomes. Et ça, à l'époque, pour Albert Einstein, c'était un problème par rapport à cette théorie de la relativité. Alors, c'en est plus, ça a été résolu, ce paradoxe, mais pour l'époque, c'en était un. Et ça a généré énormément de débats scientifiques, d'accord, respectueux, où on écoutait les avis des autres, etc. Donc, c'était vraiment une belle époque pour les débats. Et ça a été tranché par le moustachu le plus intelligent de France, d'accord, qui a réalisé en laboratoire une expérience qui montre que l'intrication quantique, c'est un réel phénomène. C'est comme ça que ça se passe. Ça, c'est Alain Aspect qui a eu le prix Nobel pour ça en 2022. D'accord. Donc, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Et une des raisons aussi pour laquelle c'est fondamental, c'est parce que ça permet de comprendre ce qu'on appelle la notion d'émergence en physique quantique. Donc, pourquoi je vous parle de ça? Pour le moment, je vous ai juste parlé d'un atome, un électron, peut-être 2 électrons à la limite. Mais bon, chaque objet que vous touchez, c'est constitué de milliers, de milliards, et je n'ai pas le temps pour dire le nombre de milliards de molécules, d'accord? Donc, les systèmes à 2 électrons, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Alors, c'est quoi cette notion d'émergence? Alors, ce n'est pas propre à la mécanique quantique, hein, bien sûr, mais en mécanique quantique, c'est quand on a des systèmes simples. Par exemple, un électron dans le vide, c'est ce qu'on considère comme un système simple. On peut résoudre l'équation de Schrödinger complètement, etc. Mais quand on le met beaucoup ensemble, grâce à des corrélations et à l'intrication quantique, on peut avoir des phénomènes émergents, collectifs, qui sont beaucoup plus compliqués que ce qu'on pourrait avoir avec 1 ou 2 électrons. Donc, par exemple, on a la supraconductivité, dont je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est un exemple, d'accord, où on peut avoir de supraconductivité avec 2 électrons. D'accord, c'est dans un matériau, c'est des effets collectifs qui font que des électrons se pairent ensemble et peuvent circuler sans résistance. Un autre exemple, c'est la condensation de Bose-Einstein, où vous avez, quand vous refroidissez un gaz à l'extrême, vous pouvez avoir une condensation d'atomes en un même endroit de l'espace, d'accord, donc qui a été observé aussi en laboratoire. Donc, il y a des centaines d'exemples, toutes les phases de la matière. Hein, on parlait de transition au début, là. Toutes les transitions de phase, donc, quand vous faites bouillir votre eau, mais aussi au phénomène quantique. Dans le monde quantique, il y a aussi les transitions de phase. Tout ça, ce sont des phénomènes émergents, grâce notamment à cette notion d'intrication. Alors, c'est extrêmement complexe à étudier. Pourquoi? Parce que quand vous avez beaucoup d'objets, vous avez beaucoup d'équations associées. En physique, il y a toujours une équation. Chaque objet tire son équation qui le décrit. Et donc, quand on a beaucoup d'équations, mais quand je vous dis beaucoup, ce n'est pas 10 équations à 10 inconnues comme au lycée ou je ne sais pas quoi. Là, c'est des milliards d'équations. Donc même les ordinateurs les plus puissants dont vous pouvez rêver, ils sont incapables de résoudre chaque équation. Voilà, donc c'est impossible de tout résoudre. Comment est-ce qu'on fait pour avancer? Donc, moi et mes collègues, je veux dire au jour le jour, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour résoudre ce genre de problème? Une première chose, c'est d'étudier des modèles simplifiés. Comme je vous ai dit, ce sont des phénomènes émergents et en fait, il y a beaucoup de modèles différents, donc microscopiquement différents, mais qui donnent le même phénomène émergent. D'accord? Ça veut dire qu'en étudiant un système qui est simplifié, donc qui est plus simple à résoudre, on peut comprendre le même phénomène collectif au final. D'accord? Donc, parfois, étudier des modèles simplifiés, en fait, ça a une grande valeur ajoutée. On a aussi l'utilisation des probabilités. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, au lieu de considérer toutes les configurations d'atomes, par exemple, possibles, on va juste se concentrer sur celles qui sont le plus probables. Donc ça, c'est la démarche, pour ceux qui connaissent, c'est la démarche de ce qu'on appelle la physique statistique. Donc ça, je pense qu'un jour, je ferai une conférence là-dessus parce que c'est le domaine le plus sous-coté de la physique. Donc personne ne connaît. Mais pour moi, c'est le plus beau domaine de la physique. Voilà, c'est dit. Sur YouTube en plus. Donc, suivez le cours de physique statistique, les étudiants qui nous regardent. Et
on utilise aussi des outils numériques et analytiques extrêmement poussés. Comme disons, tout ça, ça nous permet d'avancer dans tous ces problèmes. Alors, où je veux en venir avec ça? Vous voyez venir, on va passer à la partie, pour le moment, centrée sur l'IA. Parce qu'en fait, tout ce que je viens de dire, ça s'applique aussi à l'IA. D'accord? Donc, comme je vous ai dit, l'année passée, le prix Nobel a été donné. Donc, ici, on va se concentrer juste sur John Hopfield. Oui, Hopfield. Donc, John Hopfield, c'est toujours d'ailleurs, un physicien de la matière condensée. Ça veut dire quoi? C'est un physicien qui, justement, étudiait des phénomènes émergents quantiques dont je viens de vous parler. D'accord? Donc, lui, il étudiait, je ne connais pas les détails de sa recherche, mais comment les électrons se comportent dans des solides, notamment, donc des réseaux composés d'un grand nombre de molécules. Donc, il avait déjà cette idée de, pour comprendre un système complexe, il ne faut pas le diviser en petits bouts, mais il faut comprendre ce qui en émerge. D'accord? Donc, il a notamment dit ça à sa Nobel Prize Lecture, donc sa conférence liée au prix Nobel, d'ailleurs, qui est assez accessible. Si ça vous intéresse, c'est bien compréhensible. Bon, juste que c'est en anglais. Il dit donc 6 ans plus tard, je généralisais ce point de vue et réfléchissais au réseau de neurones plutôt qu'aux propriétés d'une seule cellule nerveuse. D'accord? Donc c'est un physicien qui, avec le temps, a voulu s'intéresser de plus en plus à des systèmes biologiques et à les comprendre avec un point de vue physique, donc notamment comment fonctionne le cerveau et donc les neurones. Et plutôt que de comprendre chaque cellule nerveuse, essayer de faire coller tout ça, il s'est concentré, il a fait un modèle simplifié, d'accord, pour comprendre les propriétés du réseau de neurones. Donc ça, c'est vraiment une démarche typiquement de la physique appliquée à un autre système. Donc ça, c'est juste pour vous montrer que en recherche, donc il y a ces conférences qui sont très bien, enfin, je veux dire, j'espère, mais imagées, mais dans notre métier, on communique avec des articles scientifiques, donc on écrit des articles qu'on publie. Donc ça, c'est l'article, en tout cas le début de l'article qui lui a valu le prix Nobel. D'accord? Vous voyez dans le titre, il y a déjà cette notion d'émergence, avec des collective computational abilities. Bon, on ne va pas s'éterniser. Ça, c'est l'image, c'est pas moi qui l'ai faite, du prix Nobel, qui explique un peu mieux, de manière vulgarisée, son idée. Donc son idée, c'est la suivante. Ce qu'il a voulu faire, c'est comprendre comment fonctionne la mémoire. Alors, plutôt que de juste se poser cette question-là au sens large, il s'est dit, bon, on va faire un problème simplifié, on va se demander comment est-ce qu'on pourrait apprendre à un ordinateur à reconnaître ne serait-ce que des lettres. D'accord? Donc, vous écrivez une lettre manuscrite, ou, pour le coup, vous remplissez une grille de, voilà, je ne sais pas combien de points sur combien de points, mais de points blancs et points noirs, et vous devez reconnaître la lettre. D'accord? Donc, si vous regardez l'image du dessus, probablement que tout le monde aura reconnu, bon, vous avez la réponse en plus, mais que c'était un J. Et si vous voulez aller coder pour expliquer à votre ordinateur que c'est un J, bonne chance. Okay? Je ne sais pas comment je ferais. Donc lui, son idée, c'était de dire, bon, ce qu'on va faire, on va s'inspirer de la physique, et en particulier, c'est inspiré d'un modèle de magnétisme, qui s'appelle le modèle d'Ising. Okay, bon, ça, c'est pour le plaisir. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit, OK, on va construire un paysage, dans l'ordinateur, c'est numérique, tout ça, mais un paysage où vous avez des montagnes et des vallées, et chaque vallée profonde, donc chaque creux, correspond à une lettre de l'alphabet. D'accord ? Et ce qui se passe quand vous mettez dans l'ordinateur une image qui est un petit peu brouillée, comme l'image du dessus, en fait, ça correspond à commencer votre randonnée non pas au point le plus bas, comme on le fait parfois, mais partir un peu plus haut, et puis vous laissez rouler une bille, de nouveau c'est une image numérique, et vous voyez dans quel creux elle tombe. Et le creux dans lequel elle tombe, c'est l'image que l'ordinateur reconnaît. D'accord ? Donc là, par exemple, vous avez Tone, qui est bien encaissé, qui a de la lumière 2 heures par jour. Ça, c'est la lettre J. Alors, j'espère que cette blague marchera mieux à Annecy. Donc, ça, c'était son idée, et ça a donné lieu à ce qu'on appelle maintenant les réseaux de neurones. Alors, je vais quand même vous expliquer, ou essayer de vous expliquer assez rapidement en quoi ça consiste, parce qu'en fait, c'est remarquablement simple, j'espère. Donc, les outils fondamentaux, ce sont les neurones. Donc ici, on va juste les représenter comme des ronds qui sont des 0 et des 1. Alors, en pratique, ça peut être des valeurs continues, mais pour le moment, on va juste se concentrer sur le modèle le plus simple de 0 et de 1. Donc ça, ce sont des neurones, et qu'est-ce qu'ils peuvent faire, ces neurones? Ils peuvent être connectés, d'accord, par des poids, qui sont, bon, ici on va les appeler W, mais ça peut être un nombre aussi entre 0 et 1, par exemple. Et ce qui se passe, comment est-ce qu'on calcule la valeur d'un neurone? Donc, ce que vous faites, c'est vous
vous avez par exemple ces 3 neurones verts qui sont connectés à votre neurone rouge. Et donc vous avez des valeurs A1, A2, A3, donc 0 ou 1 dans chaque neurone. Vous avez des poids W1, 2 et 3. Et au point B, au point rouge, vous allez juste assigner une valeur qui est simplement, vous prenez une fonction f, je ne vais pas l'écrire, hein, c'est les équations, c'est fini, mais qu'on appelle une fonction d'activation. Donc ça dépend du modèle que vous regardez. Mais en gros, ce que ça fait, c'est que ça regarde juste tous les poids, enfin tous les neurones qui sont connectés à votre neurone rouge, et ça regarde tous les poids et toutes les valeurs des neurones. Ça calcule un nombre de manière déterministe ou aussi, dans certains cas, probabiliste d'ailleurs. Et vous regardez, est-ce que la valeur de ma fonction, elle est en dessous d'un certain seuil? Si oui, disons, je mets un 1. Ouais. Ou si elle est au-dessus d'un certain seuil, je mets 0. Donc en gros, vous calculez une fonction et en fonction de ce que vous avez, c'est 1 ou 0. Et donc, en faisant ça, on peut construire des architectures, comme vous avez sûrement déjà vu à un moment ou à l'autre dans la presse, par exemple, où on a des neurones à gauche qui sont les données d'entrée. Donc, par exemple, si vous mettez une image dans votre ordinateur, mais en fait, vous savez peut-être, mais par exemple, toutes les images, tous les fichiers numériques, on peut les écrire en termes de 0 et de 1. Donc, on peut les rendre binaires. Donc c'est ça, les gigabytes, c'est le nombre en gros de... Quand vous avez la taille d'un fichier, c'est le nombre de 0 et de 1 qu'il faut pour l'encoder. Donc ça, ce serait tous les neurones verts, bon, il y en aurait plus que 2. Ce serait par exemple votre image que vous mettez dans votre ordinateur. Ensuite, vous avez des neurones cachés, donc qui font du calcul. Et à la fin, votre dernier neurone, il vous dit le résultat. Donc il vous dit, la lettre, par exemple, vous pourrez avoir 26 neurones jaunes en sortie, et celui qui devient 1, c'est celui qui correspond à la lettre que votre réseau de neurones a reconnue. Donc c'est le résultat. En entrée, c'est l'image de la lettre, et à la sortie, le réseau vous dit quelle lettre il a reconnue. Bon, si on fait ça, pour le moment, on ne comprend pas vraiment pourquoi ça marche. Donc comment ça fonctionne? Bon, en fait, là je schématise, donc c'est assez simple. D'abord, on met des poids aléatoires. Donc ça veut dire que vous avez votre architecture, et sur chaque lien, vous mettez un nombre aléatoire au début. Au hasard, complètement. Donc, ensuite, ce que vous faites, vous mettez une entrée, donc vous mettez une image en entrée, mais vous savez ce que c'est. Vous mettez une image, vous savez que c'est l'image, par exemple, d'un C. Okay, vous la mettez dans votre réseau de neurones, il calcule, il vous donne une réponse, et probablement elle est fausse. Sauf si vous avez beaucoup de chance, mais alors ce n'est pas très utile. Et ce que vous allez faire, une fois que vous avez votre réponse, de manière rétroactive, vous allez venir changer les poids de telle sorte à ce que maintenant, votre réseau, il vous donne un C. OK? Mais après, donc, on corrige les poids de manière rétroactive grâce à un algorithme mathématique bien défini. Et ensuite, on recommence. On donne une deuxième image. On a de nouveau une réponse complètement à côté de la plaque. On vient changer les poids de manière rétroactive. On donne une troisième, une quatrième, etc., etc. Donc c'est cette partie-là qu'on appelle l'entraînement du réseau. Donc vous avez sûrement déjà entendu parler du fait que tous ces modèles d'intelligence artificielle, ils ont besoin d'une quantité de données qui est absolument gigantesque. C'est pour cette étape-là d'apprentissage. C'est ça qu'on appelle l'étape d'apprentissage. C'est ça qui utilise des supercalculateurs qui consomment une quantité d'énergie absolument démentielle. Donc, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut l'utiliser ou pas l'utiliser, mais je veux que vous compreniez un peu mieux pourquoi ça s'appelle entraînement et pourquoi ça consomme autant d'énergie. Et une fois qu'on a fini l'entraînement, là, c'est le moment où si on va sur Mistral ou ChatGPT, c'est le moment où on va donner des nouvelles données à notre réseau de neurones et qui va nous sortir des choses qu'on ne pouvait pas forcément prédire. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné en faisant ça? D'accord. Mais déjà, posez-vous la question, vous êtes déjà posé, comment vous auriez fait sinon? C'est-à-dire, la manière dont on code, en tout cas de manière naïve, souvent, c'est de dire, voilà, si j'ai un problème, je vais écumer toutes les possibilités. Donc, si j'ai ça, alors je fais ça, sinon je fais autre chose, etc., etc. Alors maintenant, on va essayer de coder un code qui reconnaît les lettres. Donc, si on reconnaît une branche comme ça, avec une branche horizontale, c'est un A. OK. Sauf qu'il faut pouvoir reconnaître des lettres écrites à la main. Donc parfois, on fait un petit... vous savez, on l'écrit de manière un petit peu comme ça. Hop, donc il faut regarder, est-ce qu'il y a une petite boucle à gauche? Bon. OK. Est-ce que, si on fait un B, on met une barre comme ça, est-ce qu'il y a deux boules? Mais bon, chaque question que je pose, comment est-ce qu'on reconnaît une boule? Bon, ça, c'est encore autre chose. Oui, bon, mais si je le mets à l'envers, est-ce qu'on le reconnaît aussi? Parce que moi, je peux reconnaître un B à l'envers, vous aussi. Okay. Bon, vous vous rendez compte, c'est impossible d'écrire un tel code. D'accord? C'est un peu comme si pour apprendre les lettres à vos enfants ou vos petits-neveux, pour les plus jeunes,
au lieu de leur montrer des lettres, vous leur décriviez à quoi ressemblaient les lettres. C'est complètement fou. Okay, ça rendrait l'école encore plus traumatisante. Donc ça crée ce qu'on appelle, donc c'est ça qu'on appelle la notion d'apprentissage ou d'intuition entre guillemets pour donc machine. C'est cette démarche. Mais donc ce qui se passe, c'est que grâce à cette architecture de réseau de neurones, on a des résultats importants, mais par contre, on ne peut pas décortiquer les réponses. Ça veut dire quoi? Avec l'exemple que je viens de vous donner, si vous avez pu écrire un code exhaustif qui calcule toutes les possibilités, une fois que votre code vous aurait donné une réponse, vous pourriez revenir en arrière et dire « Ah, il m'a dit que c'était un C parce que là, il a répondu oui à cette question, non à celle-là, non à celle-là et oui à celle-là. Il m'a dit que c'était un C. » Une fois que vous avez entraîné un réseau de neurones et qu'il vous donne une nouvelle réponse, vous n'avez aucun moyen de savoir, entre guillemets, à quoi il a pensé, qu'est-ce qu'il a fait reconnaître tel ou tel motif dans vos données, mais vous savez juste qu'en fait, il vous donne très souvent une bonne réponse. Et donc, ces modèles d'intelligence artificielle, ils suivent ce qu'on appelle un processus implicite de reconnaissance de motifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'intelligence artificielle, en fait, alors j'utilise plein de termes à la voix active, mais ça reste un ordinateur, c'est juste plus facile pour s'exprimer. L'intelligence artificielle, elle choisit elle-même les motifs qu'elle va reconnaître, ou les patterns qu'elle va reconnaître. C'est pas nous on ne va pas lui dire il faut regarder s'il y a une barre comme ça ou une barre comme ça, mais elle va elle-même comprendre les patterns qu'il faut regarder. Et c'est en ça que c'est un petit peu comme notre instinct, dans le sens qu'il n'y a pas de calcul exhaustif. Alors je vais vous donner un exemple de ce que je veux dire par là. Si vous entraînez une IA pour générer par exemple de la fumée dans un jeu vidéo, d'accord, vous faites un jeu vidéo, il y a la fumée qui sort de la cheminée. L'IA qui va vous générer cette fumée, elle ne va pas résoudre les équations des fluides qui décrivent cet écoulement de fumée. D'accord, c'est extrêmement complexe. Mais ce qui s'est passé, c'est que vous lui avez montré des milliers d'heures de fumée qui sort de cheminée, et elle a développé une sorte d'intuition de à quoi ressemble une fumée réaliste, un écoulement de fumée réaliste. Et là, vous reproduire un écoulement de fumée qui a l'air réaliste. Okay, c'est ça que je veux dire. C'est ça que je veux dire quand je dis que c'est intuitif. Alors, une autre chose sur le fait que ce n'est pas exhaustif, je pense que c'est important de faire la remarque. Je pense qu'il y a peut-être des gens qui pensent encore, par exemple, que ChatGPT ou Mistral, c'est juste une énorme bibliothèque qui serait la bibliothèque de Babel où sont écrits tous les textes possibles et imaginables. Et quand vous lui demandez une requête, ce qu'elle vous ressort comme réponse, c'est quelque chose qu'elle a trouvé sur Internet ou dans sa base de données qu'elle vous ressort. C'est absolument pas comme ça que ça marche. D'accord ? Donc, par exemple, là, je suis en train de parler, j'improvise un tout petit peu. Ce n'est pas un texte que j'ai entendu tel quel avant dans ma vie et que je vous ressors. Mais pour autant, normalement, je connais les mots que j'utilise et vous les comprenez aussi. On peut se comprendre comme ça. Okay, donc les intelligences artificielles, c'est pareil. Ce n'est pas exhaustif, c'est de l'intuition numérique avec des gros guillemets. Et c'est là que je dois faire une remarque importante. Évidemment, c'est comme il y a un apprentissage, donc, c'est-à-dire on met beaucoup de données dans la machine. S'il y a un biais systématique dans les données, il y aura un biais systématique dans les réponses. Si vous élevez votre enfant en lui faisant croire que toutes les personnes avec des cheveux verts, ceci, ou toutes les personnes de tel sexe, cela, vous allez créer des enfants qui sont peut-être sexistes, racistes, etc. C'est la même chose pour les machines. Faites pas ça. Je ne sais pas si je devais le préciser. Donc ça, c'est important quand on utilise une IA, de savoir, en tout cas, si on peut savoir, si elle a été entraînée sur des données qui sont bien diverses, variées, et pas, qui ne servent pas, par exemple, une opinion politique en particulier. C'est extrêmement important, je pense, à l'heure actuelle, même si ça n'a plus grand-chose à voir avec la physique. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais revenir à la physique et je vais vous expliquer en quelques minutes quelles sont les applications que peut avoir l'IA pour la recherche en physique quantique. Donc ici, je vais rester dans le domaine que je connais à peu près. Ça ne sert à rien de... L'IA peut faire beaucoup plus de choses que ça, en bien ou en moins bien, mais ici, on va essayer de rester tout petit peu objectif. Donc une première application, c'est par exemple la découverte de nouveaux matériaux. Donc si vous cherchez par exemple un matériau quantique qui permet de mieux accumuler de l'énergie pour faire une batterie, par exemple, ou vous voulez faire un supraconducteur qui a ses propriétés à plus haute température, en fait, vous avez quasiment une infinité d'assemblements moléculaires que vous pouvez essayer en laboratoire. Vous pouvez essayer une quantité de matériaux quasiment infinie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sans aide, vous allez juste essayer dans votre laboratoire des matériaux les uns après les autres, jusqu'à peut-être un jour découvrir un matériau qui a la propriété que vous recherchez. Et ça va vous prendre
plus qu'un postdoc, d'accord. Mais l'IA, elle peut vous aider, pas toujours, hein, mais elle peut aider dans ce domaine. Pourquoi? Parce qu'elle a cette forme d'intuition où quand elle voit des nouvelles données après avoir appris, elle peut voir des motifs, des patterns en anglais, que vous n'aurez pas forcément vu, mais qu'elle, implicitement, a appris, et vous dire, ah, étant donné tout ce que j'ai appris avant, donc ça veut dire qu'il faut d'abord l'entraîner, hein, lui dire, tous les matériaux qu'on connaît, ils ont ces propriétés-là, et très précis, c'est très complexe. Mais une fois que vous l'avez entraîné à faire ça, vous lui dites, ah, je cherche un matériau qui a ces propriétés, et elle va pouvoir vous dire, à mon avis, de nouveau, elle n'a pas d'avis, mais à mon avis, essayez ces combinaisons d'atomes, et peut-être que vous avez plus de chances d'obtenir des résultats intéressants. De nouveau, je monte des papiers pour montrer que je ne raconte pas n'importe quoi, d'accord. Donc ici, par exemple, c'est un exemple parmi beaucoup, hein. Des gens cherchent des matériaux avec certaines propriétés. Vous voyez, dans l'abstract, il est écrit que, en gros, ils ont 61 000 composants a priori qu'ils peuvent tester. Évidemment, personne n'a le temps de tester en laboratoire 61 000 composants. Et grâce à l'IA, ils peuvent accélérer tout ça et se concentrer sur certaines choses plus que d'autres. Alors, une autre application, par exemple, c'est le contrôle d'expérience. Donc, il y a beaucoup d'expériences qui nécessitent, par exemple, des lasers avec des réglages très précis. Et donc ça peut prendre beaucoup de temps pour, de nouveau, essai-erreur, de régler un peu un laser, de voir que ça ne donne pas le bon résultat, etc. Ça peut prendre beaucoup de temps, avec beaucoup d'énergie, mais ça, l'IA, elle peut l'apprendre très bien. Donc, elle peut très bien faire les réglages elle-même, voir si ça marche, et avec un apprentissage. Donc ici, on voit dans l'abstract, de nouveau, un PRX ici, qui vous dit donc l'agent, donc l'IA, apprend par essai-erreur. Donc c'est un peu votre stagiaire, mais que vous pouvez mettre maintenant un stagiaire ou une stagiaire sur quelque chose de plus intéressant que régler des lasers. Et finalement, une autre chose, je mets 3 exemples, hein, mais bon, en vrai, il y en a plus. Hein. Une autre application potentielle, c'est la simulation de systèmes quantiques. Comme j'espère que vous l'aurez compris, la physique quantique, c'est compliqué. Et en plus, quand on met beaucoup de particules ensemble, c'est encore plus compliqué. Et en particulier, trouver cette fameuse fonction d'onde, ce psi de Schrödinger, c'est un véritable défi. Mais grâce à l'IA, on peut, dans certains cas, encoder de manière efficace les paramètres du système et mieux décrire, et donc mieux simuler des systèmes complexes. Donc, par exemple, ici, on a un article qui est apparu dans Science où les personnes étudient le Quantum Many Body Problem. Donc, c'est le système quantique avec beaucoup de corps, donc beaucoup de particules. Grâce au réseau de neurones, ils parviennent à décroître la complexité exponentielle. Juste pour vous dire, ça vient de leur article, vous reconnaissez ces neurones qui sont connectés par des liens. C'est vraiment, de nouveau, c'est relativement simple d'un point de vue conceptuel, sauf qu'ici, maintenant, les données d'entrée, ce ne sont plus une image ou quoi. Par exemple, ici, ce sont des variables physiques de votre système. Donc vous dites, mon système est dans cet état physique-là, et l'IA, elle peut vous calculer, ou en tout cas vous donner une bonne approximation pour la fonction d'onde qui en résulte. Donc ça a beaucoup d'applications en physique quantique. Et d'autre part, donc là je suis voilà, on va bientôt finir, mais il y a aussi des exemples où la physique quantique peut aider la recherche en IA. Donc le but ici, c'est vraiment que vous compreniez que ce n'est pas des domaines qui sont si orthogonaux que ça. Donc ici, je vous donne juste un exemple qu'on appelle le recuit quantique, quantum annealing, en anglais c'est un petit peu plus sexy. Alors le recuit, c'est quoi en métallurgie? C'est le fait de refroidir, enfin, ça dépend du sens, mais de chauffer puis de refroidir lentement un métal pour arriver à un matériau qui a une propriété désirée et bien homogène sans défaut. Donc ça, c'est en métallurgie. Et en mécanique quantique, en fait, il y a une technique, bon, c'est une analogie, hein, le nom, mais vraiment une vraie application en physique quantique, un vrai problème en physique quantique, c'est de trouver l'état qui minimise l'énergie. Donc, si vous avez un système complexe, vous voulez savoir quel est l'état, donc dans quelle position, entre guillemets, doivent être les électrons pour minimiser l'énergie. Et ça peut être extrêmement compliqué. Vous l'aurez compris, en gros, à peu près tout est compliqué en physique quantique, mais pas partout. Donc, en fait, ce qu'on peut faire, c'est partir d'un système qui, lui, est simple, dans lequel on peut trouver l'état d'énergie minimale, et puis, un peu comme le fait de chauffer puis de refroidir lentement c'est important, un métal, ici, on va pouvoir changer lentement les paramètres de votre système pour arriver au système complexe que vous voulez comprendre au début. Et l'état initial, qui minimisait l'énergie, il s'est transformé,
et ça vous donne l'état qui minimise l'énergie de votre système final complexe. Et donc, vous avez résolu votre problème avec cette technique-là. Donc, pour le moment, pas d'IA. Pourquoi ça peut être utile en IA? Parce qu'en fait, vous avez vu, on a tous ces paramètres, tous ces poids dans le réseau. Et in fine, le but, c'est d'optimiser. C'est un problème d'optimisation de ces poids pour trouver lesquels sont les poids optimaux pour le réseau. Et en fait, c'est aussi une sorte de problème de... Si vous voulez, le problème quantique, c'est aussi d'une certaine manière un problème d'optimisation. Et en fait, ici, pareil, vous pouvez partir d'une configuration de paramètres et faire des modifications lentes à votre système pour obtenir l'état qui minimise, en tout cas qui satisfait, qui est optimal pour votre réseau de neurones. Et en plus, pourquoi c'est utile, ces propriétés quantiques? Cet algorithme quantique, ce sera mon dernier point technique pour ce soir. Ça va de nouveau être l'effet tunnel qui va venir à la rescousse. D'accord? Donc, vous savez peut-être pas, mais optimiser un problème, ça correspond à trouver la vallée de nouveau la plus profonde dans une cartographie complexe. D'accord? Et en ayant accès souvent qu'à des données locales. Donc, par exemple, si vous êtes dans le creux, là, au milieu là, de mon dessin, mais si vous regardez partout autour de vous, ça remonte. Donc, vous avez l'impression d'être dans un minimum de votre fonction. Mais en fait, juste à côté, il y a un minimum qui est encore plus profond. Donc c'est là que vous voudriez aller. Mais si vous êtes bloqué dans le minimum, le premier minima, vous ne pouvez pas trouver la solution. Mais grâce à la mécanique quantique, on peut faire des sauts grâce à l'effet tunnel, même si a priori, ce n'était pas permis, en tout cas par l'énergie. Donc en fait, grâce à ces algorithmes quantiques, vous pouvez, entre guillemets, sortir de ces minima locaux grâce à l'effet tunnel et potentiellement, donc en gros, pas rester bloqué dans un minima qui n'est pas un minima global, et comme ça trouver plus efficacement des minima globaux. Bon, okay, ça devient un peu technique, c'est pas très grave, mais tout ça pour vous dire que la mécanique quantique et l'IA, il y a beaucoup d'interconnexions. Donc je vais conclure. Ça va être une conclusion assez simple. Donc, la mécanique quantique, donc, ça a vraiment révolutionné notre manière de considérer la réalité physique. J'aurais peut-être dû mettre des guillemets, mais bon. Et la matière, donc quand je dis révolutionner, c'est pas à prendre à la légère. Donc cette année, c'est le centenaire. Bon, on a mis une date, en 1925, pour le début de la mécanique quantique. Bon, vous aurez vu que c'est un peu plus compliqué que ça. Mais ça a été une réelle révolution. C'est-à-dire que tous les physiciens et physiciennes qui ne se sont pas mis à la mécanique quantique, ils se sont retrouvés obsolètes quasiment de la décennie à la suivante. D'accord ? Donc ça a vraiment fondamentalement changé la manière dont on voit la réalité. Et l'IA, c'est différent, mais ça a aussi quand même fondamentalement transformé la manière dont notre rapport à l'information, à l'apprentissage et à l'intuition. De nouveau, machine avec des guillemets, mais bon, je pense que la plupart des gens ici ont connu aussi, ça fait méga vieux de dire ça, ont connu l'ère avant l'IA. Ça a quand même fort changé. Okay, donc, la manière dont on a de faire des recherches sur Internet, de se renseigner sur des sujets, même d'être critique par rapport à des choses qu'on voit. Avant, on se disait jamais « Ah, cette vidéo-là, elle a été faite par l'IA. » Bon, enfin, je sais pas. Donc, ça a vraiment quand même changé notre rapport au monde. Et dans ces deux mondes interconnectés, donc, un des défis majeurs et une des clés pour comprendre vraiment les phénomènes qui nous intéressent, c'est de comprendre comment émergent des structures complexes à partir de systèmes simples. Donc, dans les réseaux de neurones, vous avez ces petits neurones qui, au final, sont assez simples. C'est des 0 et des 1 qui sont juste connectés entre eux. Et au final, vous avez des trucs qui font peur et qui font craindre pour la fin du monde. Et pareil pour la mécanique quantique, vous avez des électrons inoffensifs qui, ensemble, permettent de faire des supraconducteurs qui font léviter des trains, etc. Donc, on a vraiment cette notion d'émergence qui est fondamentale. Voilà. Donc, j'espère que vous aurez appris quelques petites choses. Je vais m'arrêter là. Et s'il y a des questions, je pense que c'est le moment de discuter un peu plus.